Merci. Merci aux organisateurs, merci à l'Académie royale de Belgique, merci à la Fondation Auschwitz de nous donner l'occasion, en cette année évidemment particulière, de traiter sous différentes approches cette question de la mémoire du génocide arménien. Alors j'ai un sujet qui est vaste, je vais donc forcément le survoler et je vous prie de m'excuser de ne pas utiliser toutes les analyses et argumentations qui devraient être nécessaires à la position de ce que je vais présenter sous forme quelquefois de thèse. Premier point, il y a un avant et un après de la Shoah pour la mémoire du génocide arménien. L'avant, alors dans l'avant, il faut distinguer, dans l'après aussi d'ailleurs, deux niveaux. Un niveau que j'appellerais intime, familial, intérieur, et un niveau public, politique. Au niveau de l'intime, du familial, de l'intérieur, eh bien je crois que la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de mots pour dire ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mots pour le dire, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'irreprésentable. Il n'y a pas de mots pour dire le radicalement nouveau, qui a été cité tout à l'heure par Madame Van Ypersel. Pour des différentes raisons. D'une part, parce que une partie des survivants sont eux-mêmes réticents à rester fixés, même s'ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais rester fixés dans la parole sur ce qui s'est passé. Donc ils refusent eux-mêmes, ou bien on refuse pour eux. Dans ma famille, c'est plutôt cette deuxième option, c'est-à-dire que la personne rescapée aimerait pouvoir dire des choses, ou en tout cas ne peut pas s'empêcher de commencer à dire des choses, et puis les descendants, à la fois pour son bien, entre guillemets, et en même temps pour le bien des plus jeunes générations, détournent la conversation systématiquement. Donc il y a cette réticence, qui est une réticence, j'allais dire, pour la vie aussi. Et puis, il y a le fait que cette transmission est hachée, j'allais dire, structurellement, puisque les familles qui émergent du génocide sont des familles recomposées, si on peut se permettre d'utiliser ce mot, composées après le génocide. Donc le passé a été de tas de façons, mais aussi de cette façon-là, brisé. Et l'avenir suppose de tourner le dos, en partie, à ce passé, même si pas toujours. Et puis enfin, il y a une distance civilisationnelle, évidemment, je n'insiste pas là-dessus, entre les villes d'Anatolie, a fortiori les villages, et, je sais pas, Belleville ou la place des Fêtes. Et puis, il y a même, peu à peu, une distance linguistique et culturelle qui se creuse entre la génération des rescapés qui sont arménophones ou turcophones ou un mélange des deux, et les générations suivantes dont la culture et la maîtrise de l'arménien va progressivement disparaître. Alors tout ça fait que, je disais, il n'y a pas de mots, et on peut ajouter qu'au niveau social, collectif, public, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas le mot génocide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de substantif. Il y a un adjectif qui revient tout le temps, c'est Metz, qui veut dire grand. Metz Jart, Metz Ared, qu'on a cité tout à l'heure, Metz Yeren, donc grand massacre, grand crime, grande catastrophe, avec une discussion d'ailleurs pour savoir si Yeren veut dire crime ou catastrophe, grand exode, donc une comparaison quand même qui tente à installer l'idée qu'il s'est passé quelque chose de plus fort, de plus destructeur que ce qu'on avait pu connaître, mais on est quand même dans le relatif, comme si ça n'était qu'un plus. Cet effet, on peut dire que c'est un effet d'inertie par rapport à ce radicalement nouveau qu'on citait tout à l'heure, et cet effet d'inertie, il a en miroir dans ce que j'appellerais la sphère publique arménienne, le fait que les structures politiques de 1920
elles, se reproduisent, continuent. Ce sont les partis de 1920. Essentiellement, un clivage entre, d'un côté, le parti le plus fort en diaspora, que j'appellerais, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec cet adjectif, le parti nationaliste, et de l'autre côté, les communistes qui agrègent autour d'eux un parti d'extrême gauche et un parti libéral. Alors ces camps-là, ils sont peut-être nécessaires à la survie pendant le transfert de la société arménienne, mais du coup, évidemment, leur première préoccupation est surtout de répéter leur clivage d'avant. Et répéter leur clivage d'avant, ça vaut aussi pour la façon dont ils traitent la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des combats d'anniversaire, mais pas autour de l'anniversaire du génocide, des combats d'anniversaire autour de la République qu'il faut célébrer. Est-ce que c'est la République communiste, 30 novembre, ou est-ce que c'est la République nationaliste, 28 mai, ou 29 mai, je ne me souviens plus le jour exact. Et la vie de la communauté, le calendrier de la communauté au niveau public est structuré par ces batailles-là. Il n'y a guère que l'Église qui, les 24 avril, commémore, et ce depuis 1919 à Istanbul, qui commémore la déportation des intellectuels comme la date originelle de quelque chose d'autre, originel, même par rapport au massacre de 1895 ou de 1909 qu'on a cité ce matin. Et évidemment, dans les familles, je reprends le terme de Janine tout à l'heure, il y a sous le palimpseste l'intuition, la conscience d'une horreur originelle, d'un trou noir dans lequel s'est absorbée toute une société, mais c'est au début, avant la Shoah, c'est une intuition, ça n'est pas un discours public. Et puis, après la Shoah, ou plus exactement, après la réaction du monde à la Shoah, et la réaction du monde à la Shoah, c'est d'abord le tribunal de Nuremberg, là, évidemment, il se modèle quelque chose de la mémoire arménienne qui devient une mémoire revendicative, une mémoire qui demande du droit, qui demande un rattrapage de la justice, et donc une mémoire en partie politique, même si cette politique, j'insiste, elle est rendue possible par la transmission, certes hachée, certes palimpsestique, qui a été celle de la première génération. Il y a un effet immédiat du tribunal de Nuremberg. On peut le lire dans le journal arménien de Paris, Harac, qui veut dire en avant, sous la plume de l'éditorialiste Shavash Misakian, qui, un mois après l'ouverture du tribunal de Nuremberg, intitule son article « Génocide ». Alors graphiquement, c'est d'autant plus frappant qu'il s'est écrit en lettres latines, alors que tout le reste du journal est écrit en caractère arménien, et qui fait explicitement le lien entre les deux événements, d'une part, et qui explicitement aussi prend, j'allais dire à partie, enfin interpelle la communauté internationale sur le fait que si des auteurs d'un génocide doivent être châtiés, alors il aurait fallu commencer par le génocide, qui lui-même, il englobe les deux événements dans un concept à la fin de l'article unifié du génocide, le génocide qui a commencé en 1915. Ça, c'est une intuition, hein. Ça va devenir un combat politique, structuré, thématisé 20 ans plus tard. Mais cette intuition est extrêmement importante puisque c'est déjà la reconnaissance dans le mot du fait que destruction d'un peuple vaut destruction d'un peuple et demande châtiment des auteurs à titre personnel. Donc un effet décalé qui... mais là, de ce point de vue-là, c'est pas simplement pour les Arméniens, mais c'est pour le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment la libération des camps, le tribunal de Nuremberg, et après, pendant quelques années, cette extermination des Juifs
est devenu un peu marginal, un peu secondaire dans le souvenir qu'on avait de la guerre, et c'est seulement dans les années 60, avec deux événements majeurs, enfin je crois qu'il y en a deux en particulier, le procès Eichmann et la convention de l'ONU sur l'imprescriptibilité, que là, quelque chose de nouveau a émergé, qu'on a appelé ensuite le droit à la mémoire, et qui a amené les Arméniens, et qui, donc, finalement, s'était approprié cette intuition individuelle au début de Shavash Missakian, à revendiquer la reconnaissance internationale du génocide. Alors, cette reconnaissance internationale du génocide, Anouch Kunt a dit tout à l'heure, ça avait été un catalyseur d'identité. Effectivement, il y a trois niveaux où on peut distinguer la façon dont cette revendication a, pour les Arméniens, été ce catalyseur d'identité. D'une part, la fin des divisions dont j'ai parlé tout à l'heure, entre, disons, les nationalistes et les autres. Tout le monde s'est retrouvé dans la priorité donnée à la demande de reconnaissance du génocide, oui. Tout le monde s'est retrouvé autour de ça, et donc tout le monde s'est retrouvé dans une attitude d'hostilité à la Turquie, d'interpellation de la communauté internationale par rapport à l'accusé qui devrait être traîné au tribunal, qui est la Turquie. Ce n'est pas une relation directe de demande à la Turquie. Deuxièmement, une nouvelle énergie qui est liée, quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure, je crois que c'est M. Mamourian, de l'urgence ressentie par la deuxième génération, l'urgence devant à la fois la perte de l'arménité, mais aussi la disparition progressive des survivants du génocide. Donc tout ça a stimulé cette nouvelle énergie. Et enfin, le troisième élément, c'est bien sûr que la mobilisation a été donc constante. Non seulement elle a unifié au sein de la diaspora, non seulement elle a unifié l'Arménie à l'époque soviétique et la diaspora, mais elle a traversé les décennies, et là c'est du fait évidemment de l'obstination des gouvernements turcs successifs à reconnaître le génocide, et donc ce fardeau dont on a parlé tout à l'heure, ce fardeau que les générations arméniennes se sont transmis, est devenu aussi un très fort stimulant à continuer l'activité en faveur de cette justice qui n'était toujours pas accordée. Alors, pardon. Les liens entre le génocide juif et le génocide arménien. Je dirais que ce sont des liens d'attraction et d'échange. La relation du monde, la réaction du monde à la Shoah a donc évidemment permis d'élaborer, de porter à la lumière la reconnaissance du génocide arménien. Alors, quand on dit porter à la lumière, on va voir tout à l'heure que c'est reporter à la lumière. La réception de la Shoah a été donc, s'est manifestée en plusieurs étapes que j'ai indiquées tout à l'heure, mais à partir de 1960, des années 60, on peut dire qu'elle restructure complètement le système des valeurs, au moins en Occident, autour des victimes, qu'elle met les droits de l'homme en primauté par rapport aux différentes idéologies politiques, et qu'elle donne lieu à des politiques de mémoire sous toutes les formes qu'on a pu entendre et décrire tout à l'heure. Laure Piaton, par exemple, a indiqué la dynamique donnée à la construction du Centre de la mémoire de Valence par la construction parallèle ou la reconstruction en centre de mémoire de l'école des enfants d'Isieux. Et ce type de phénomène existe partout dans le monde, ou en tout cas partout dans le monde où il y a des Arméniens. Le génocide arménien va donc être porté par une sorte de consonance avec à la fois le génocide juif et cet ensemble de valeurs qui ont bougé. Mais alors on pourrait dire, et d'ailleurs certains argumentaires des gouvernements turcs ne se privent pas de le dire, que
c'est un peu dégueulasse, la partie a été jouée avec ses règles, on ne peut pas revenir dessus, simplement parce qu'il y a un mot génocide qui a été inventé en 1945, ça n'a pas de sens. Bon, alors, hormis le côté affreusement cynique de cet argumentaire, on doit voir que ça n'est pas un simple effet de mode, je crois qu'on l'a montré sur plusieurs décennies, mais ça n'est pas non plus une construction politique artificielle. Il y a une proximité profonde entre les deux génocides, et c'est en ce sens que je dirais qu'il y a une forme d'échange symbolique. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que Nuremberg est, dans sa réalité de tribunal international, un événement inédit. Mais cet événement inédit a accompli les idées qui étaient déjà présentes pendant la Grande Guerre, et notamment l'idée de punition individuelle des crimes contre l'humanité, tels que les puissances de l'entente, je crois que quelqu'un l'a cité, l'ont signifié aux gouvernants jeunes turcs dès 1915. Ces idées, après, ont été dans les faits avortées, et M. Mamoury en particulier a bien détaillé la façon dont progressivement les puissances avaient renoncé à tenir leurs engagements vis-à-vis des Arméniens, mais elles existaient, ces idées. Donc il y a une sorte de relais, d'accomplissement. Et puis la deuxième raison, c'est que si dans la réalité il y avait eu cette suspension, cet arrêt, dans les idées, non, il n'y avait pas eu ça. Et c'est Raphaël Lemkin qui avait réfléchi à partir des années 20 à ce qui était arrivé aux Arméniens, qui avait élaboré un concept de barbarie, un concept de vandalisme, qui était, j'allais dire, prêt, le seul juriste prêt à élaborer une catégorie nouvelle, celle de génocide. En 1945, il était prêt au moment où le monde avait besoin de lui. Donc on peut dire que sur tous ces plans, le génocide arménien a fonctionné un peu comme un avertissement par rapport à la Shoah. Alors un avertissement, vous allez dire, inutile, non écouté, mais un avertissement quand même. Alors j'en donne trois exemples. D'une part, l'hypersensibilité de certaines grandes consciences ou voix juives au génocide arménien. Et bon, le meilleur exemple, c'est celui qui vient d'être cité de Franz Werfel dans les 40 jours du Moussadar. Deuxièmement, les encouragements que semblait constituer aux yeux des nazis le génocide arménien par rapport à des politiques d'homogénéisation ethnique, de purification de l'espace. Et enfin, troisième élément qu'on a découvert plus récemment, le pape Pie XII a été très accusé de n'avoir absolument pas élevé la voix au moment de la Shoah, même si il s'est débrouillé pour qu'un certain nombre de juifs soient sauvés. Apparemment, cette politique-là était une politique qui a été inspirée par une prudence qu'il a eue à la suite de sa connaissance très précise du génocide arménien, parce qu'il énonce, alors je ne me souviens plus si c'était à Istanbul ou déjà à Berlin, en tout cas un lieu où il était vraiment, c'est lui qui recevait les nouvelles et qui a tiré la conclusion, sans doute erronée, que l'attitude qu'avait eu le pape Benoît XV, qui avait été, elle, très ardente pour défendre les Arméniens, mais publiquement, avait été contre-productive et que donc il ne fallait pas répéter la même erreur. Enfin bon, ça c'est peut-être un détail, mais c'est pour dire que cette fonction, cette relation d'avertissement, elle a été présente dans beaucoup d'esprits. Alors, troisième point, maintenant j'en arrive à ce point de la comparaison, la proximité, mais pas l'assimilation entre les deux génocides. Alors, bon, il y a un phénomène qui est, j'allais dire, donc il y a d'abord une situation générale qui est que, quel que soit l'unité d'un concept, quand il s'agit d'événements historiques, chaque événement historique est modelé par son contexte particulier et que donc il y a forcément des différences. Mais il y a également, et ça a fait débat, la question de
l'unité de la Shoah, et notamment de l'unicité de la Shoah, et notamment la question de l'idéologie de destruction raciale sur l'ensemble de la planète, telle que les nazis l'ont élaborée, qui allait donc plus loin même que l'antisémitisme moderne apparu à partir du XIXe siècle. Il y a eu un débat. Ce débat a été encouragé par les gouvernements turcs à une certaine époque, c'est-à-dire au début des années 90 notamment, mais il a été, d'une certaine façon, on peut dire qu'il a été tranché lorsque des gens comme Raoul Hilberg, Yehuda Bauer, Christopher Browning, c'est-à-dire quelques-uns des plus grands spécialistes de la Shoah, ont dit clairement, enfin ont signé un texte pour demander au Congrès américain de reconnaître le génocide. Sans doute pour deux raisons. D'une part, le fait que le génocide arménien coche toutes les cases, c'est-à-dire tous les critères du génocide tels qu'ils ont été fixés par l'ONU, je ne rentre pas dans ce détail, et deuxièmement, et surtout, parce qu'il est clair que l'intention de Lemkin et l'intention de l'ONU à l'époque n'était pas de singulariser la Shoah, de la couper du passé et de l'avenir, mais de la mettre en lien, d'abord sur un plan déclaratif pour montrer qu'on pouvait juger les nazis rétroactivement, parce que cette rétroactivité n'était qu'une illusion. En réalité, le monde savait depuis longtemps que ce type de crime était condamnable. Et deuxièmement, pour qu'elle remplisse son rôle préventif par rapport à la suite. Et on peut dire d'une certaine façon qu'elle a rempli son rôle préventif, au moins dans la nomination, dans le cas du Rwanda. Alors, donc il est incontestable qu'il y a une exceptionnalité de la Shoah. Alors une exceptionnalité de la Shoah qui vient, je l'ai dit, de l'idéologie raciste, de ce messianisme planétaire qui consiste à éliminer le germe juif, le bacille juif, enfin quelle que soit la façon dont les nazis le définissent. Et que par rapport à ça, le génocide arménien apparaît extrêmement pris dans son contexte, dans les enjeux politiques, territoriaux, effectivement, apparemment, en tout cas dans l'idéologie des jeunes Turcs, plus que religieux, qui ont amené à sa mise en œuvre. Alors, c'est vrai, mais je pense que de cela, on doit tirer des conclusions qui ne sont pas des conclusions qui consisteraient à faire, comment dire, deux catégories ou deux vitesses de génocide, et que l'enjeu de cette année, qui est celui de la reconnaissance internationale du génocide arménien, peut se nourrir justement de cette réflexion et considérer que le génocide arménien, justement, est plus, comment dire, c'est le passage à l'extrême d'une motivation qui, elle, est moyenne. Moyenne au sens de... assez représentative des péchés de l'humanité politique, à la différence de cette construction absolue et sans doute exceptionnelle, enfin je l'espère, qu'était le nazisme. Donc un génocide extrême à partir de motivations qu'on peut retrouver très souvent, ça doit servir effectivement dans une histoire des droits de l'homme, dans une éducation des droits de l'homme, comme point ultime par rapport auquel il ne faut pas aller, et ça devrait être enseigné dans toutes les organisations non gouvernementales. Alors évidemment, pour faire, et c'est l'enjeu pour moi de cette année 2015, évidemment, un enjeu qui est réalimenté aujourd'hui, c'est pour ça peut-être, enfin c'est mon interprétation du fait que la question de la religion est venue plusieurs fois, qu'il donne donc il ouvre des perspectives sur des choses qui se passent actuellement, qui sont notamment l'expulsion et les massacres des chrétiens d'Orient et d'autres minorités comme les yézidis. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Alors, bon, voilà la question des relations entre génocide arménien et Shoah, mais je pense qu'il faut aussi voir les limites
que cette comparaison, qui a été effectivement extrêmement simulante, risquerait d'imposer au travail sur la mémoire du génocide arménien. Donc, après avoir désenclavé le génocide arménien, c'est le combat qui a eu lieu pendant 2 générations, l'avoir désenclavé par sa mise en relation avec la Shoah, il est maintenant important, peut-être plus important encore, de le réinsérer dans son milieu et de constater qu'il s'opère visiblement depuis 10 ans, c'était l'exposé de Silla, et j'ajouterais invisiblement depuis 30 ans, une évolution en Turquie. Alors, invisiblement depuis 30 ans, c'est le fait que, à partir des années 80, à cause du coup d'État, à cause de la lutte des Kurdes, les démocrates turcs une partie des démocrates turcs ont rompu avec le kémalisme dont on a dit, dont vous avez dit, Maître Van Bruggen, qu'il avait été, d'une certaine façon, le légataire des jeunes Turcs. Ils ont rompu avec le kémalisme et ils ont réinséré, j'insiste sur ce mot, le génocide arménien parmi les violences multiples de la République turque contre différentes minorités et, disons, la vulnérabilité permanente de l'état de droit en Turquie. Au début, c'était parmi les violences, et je crois que maintenant, de plus en plus, au moment où, par ailleurs, le processus diplomatique entre la Turquie et l'Arménie piétine complètement, maintenant, de plus en plus, ils n'en font pas simplement une violence parmi d'autres, ils en font la violence originelle, c'est le fameux thème de la fondation de la République turque, et la clé de voûte, si cette violence était reconnue à cette place-là, la clé de voûte d'une véritable démocratisation de la Turquie. Ça, c'est le premier point, c'est sur 30 ans, pourquoi il y a un mouvement intellectuel en tout cas, qui a démarré en Turquie et qui, à mon avis, ne s'arrêtera pas, n'est pas soumis à des conjonctures politiques plus ou moins favorables. Le deuxième élément, c'est que ce travail en Turquie est à la fois émotionnel et moral. Alors, je ne reviens pas trop sur émotionnel, on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu le mot d'ordre et la démarche de Randing, le retour à l'humain. Le retour à l'humain, l'empathie, et quelqu'un a dit tout à l'heure, ce qui est gênant pour les Turcs, mais c'est vous en fait, vous avez dit, ce qui est gênant pour beaucoup de Turcs, c'est pas tellement de se bagarrer sur telle ou telle analyse historique, c'est de sentir que les gens qui les mettent en accusation ne les aiment pas. Bon, donc si tant qu'on n'aura pas, ce ne sera pas dans la façon dont les Arméniens s'adressent aux Turcs, même pour demander justice, s'il n'y a pas cette empathie, on n'ira jamais très très loin. L'autre, donc émotionnel, c'est ça, hein, c'est pour se faire entendre et pour trouver un premier terrain de partage. Et d'autre part, il faut se rendre compte que le travail qui a commencé en Turquie, qui s'est spécialisé sur certains thèmes, les islamisations, les spoliations, les justes, ça, c'est aussi pour que la Turquie puisse non pas perdre tout honneur, mais au contraire reconquérir un honneur dans la reconnaissance du génocide. Tout ce travail-là, c'est un travail qui, est forcément différent de celui qui a été fait par les Arméniens, dans la mesure où on n'est pas sur le même site, on n'est pas dans le même point de vue. C'est-à-dire que pour les Arméniens, je dirais que c'est un point de vue métaphorique, c'est-à-dire qu'à un moment, toute la Turquie exprime une seule chose, qui est le génocide, alors que pour les Turcs, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais on est là, on se promène dans son propre pays et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui font signe vers une absence. Alors là encore, on peut se demander, est-ce que la façon dont ces thèmes des spectres dont a parlé Anouche et des spectres et des traces qui sont l'objet de travaux convergents, est-ce que ces travaux convergents sont les mêmes? Ils ne sont pas les mêmes au niveau de l'appréciation, c'est-à-dire que c'est un peu comme la question de la vitesse du travail en Turquie. Les Arméniens trouvent que c'est toujours trop lent, les Turcs trouvent qu'ils ont fait pas mal de travail depuis 10 ans, que c'est possible d'en faire un publiquement. De même là, les Arméniens sont étonnés de voir du vide là où ils s'attendaient à revoir l'Arménie en Turquie, et les Turcs sont étonnés d'être appelés par une présence alors que le vide ne les aurait pas étonnés. Donc c'est autour de ce complément lié à la différence des sites et des positions par rapport à la mémoire
qu'on peut, je pense, avancer, concrétiser le retour de la mémoire arménienne en Turquie. Alors évidemment, il sera à des rythmes différents, il est beaucoup plus rapide dans le pays kurde. Vous savez qu'il y a des tas de, je ne rentre pas dans le détail, de manifestations culturelles à Diyarbakir, mais enfin en tout cas, il est différent dans le pays kurde, mais parce que la transmission de la mémoire elle-même a été différente. Il bénéficie pas simplement d'une dynamique politique, d'opposition au projet national, disons, turquiste, mais il bénéficie aussi du fait que jamais cette transmission-là n'a disparu des familles kurdes. Ça ira plus lentement en Turquie de l'Ouest, parce qu'en Turquie de l'Ouest, les gens ne sont pas de là, ils n'ont pas connu ça dans leur famille, ils viennent plutôt des Balkans, ils viennent d'ailleurs, et ce sera le plus dur sans doute en Turquie du Nord-Est, parce que c'est de là que les Arméniens ont été le plus chassés, le plus massacrés, et qu'on refait la bataille pour le territoire. Alors, juste un dernier mot pour dire qu'autour de ces mémoires qui se rejoignent, il doit y avoir le partage d'un projet. Donc j'ai été, moi, très intéressé par à la fois tout ce qu'a dit Sila autour du Heimat, mais aussi de réactions qu'il y a eu dans la salle de la part de quelqu'un, je n'ai pas identifié, mais qui a parlé de projets des élus anatoliens en Europe. Ça paraît utopique, mais il est évident que la leçon qu'on peut commencer à tirer de ces 10 dernières années, c'est qu'il ne doit pas y avoir opposition entre un projet qui est un projet de reconnaissance du génocide pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment noir pour l'ensemble de l'humanité en matière de droits de l'homme, et une grande catastrophe, je reprends le mot de Cengiz Aktar, qui est propre à l'Anatolie, qui a eu des effets sur l'Anatolie et qui demande à être réparée en Anatolie. Et de ce point de vue-là, la réparation, je crois que je suis comme Randing, c'est-à-dire je pense que les réparations financières à entasser, c'est pas très intéressant, et en plus ça conforte cette idée qu'ils ne nous aiment pas. La principale réparation, c'est la reconnaissance, mais une reconnaissance qui soit une reconnaissance de facto, enfin pas de facto, mais qui soit concrète dans les faits par la restauration de la mémoire arménienne. Et je dirais, en Anatolie, j'élargirais, je dirais, en Asie mineure, parce que l'histoire de ces terres, c'est une histoire qui est très liée à celle de l'Europe, de l'Occident, sous le nom qui n'est pas un nom exclusivement turc, qui est le nom d'Asie mineure, et je pense que ça peut être un arrière-plan de sens pour toutes ces populations dont on a fait la liste tout à l'heure.